Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce cadre exceptionnel du château de Chantilly pour vous présenter un nouveau numéro d'Un temps d'avance. Si le roi Soleil ne semble plus avoir de secret, il est un de ses cousins qui intrigue encore aujourd'hui en ayant eu l'audace de mener depuis sa demeure cantilienne une cour concurrente à celle de Versailles. Le Grand Condé a en effet façonné à Chantilly un univers singulier grâce aux plus grands artistes du XVIIe siècle. On lui doit notamment d'avoir attiré ici le célèbre jardinier de Louis XIV, André Le Nôtre, afin qu'il dirige les travaux du magnifique jardin à la française. Nous découvrirons aussi les superbes peintures présentes dans la galerie des batailles du château de Chantilly, attestant de l'impressionnante carrière militaire du Grand Condé. Nous vous révélerons enfin si oui ou non la célèbre crème Chantilly a été élaborée dans les cuisines cantiliennes. Louis II de Bourbon-Condé naît le 8 septembre 1621 à Paris. Il est le fils d'Henri II de Bourbon et de Charlotte Marguerite de Montmorency. Dès son plus jeune âge, il reçoit une éducation qui l'éloigne des fastes et des intrigues de la cour pour embrasser plutôt une carrière militaire. Emporté, sauvage et impétueux, Louis II de Bourbon-Condé souhaite mettre en avant ses talents militaires et s'engage volontairement dans l'armée pendant la guerre de 30 ans, conflit qui oppose la France à l'Espagne, ennemi juré. La galerie des batailles du château de Chantilly, dans laquelle nous nous trouvons, illustre parfaitement le rôle essentiel qu'a joué Louis II face aux Espagnols et plus globalement l'ambition dévorante de ce génie militaire. Plus vaste pièce des grands appartements de la demeure cantilienne, elle servait de salle de réception au prince de Condé. Elle a été décorée à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi Louis XIV. Cette galerie présente par une majestueuse série de 11 toiles les principales victoires de Louis II de Bourbon-Condé. L'une d'elles représente la célèbre bataille de Rocroi de 1643 qui permet au prince de Condé, alors chef de l'armée de Picardie, de s'affirmer en tant que technicien, stratège militaire, mais aussi combattant hors pair. C'est une victoire cruciale car elle marque la fin de la suprématie militaire des Espagnols, jusqu'alors considérés comme invincibles, et donne de ce fait l'ascendance à la France dans cette guerre qui dure déjà depuis 8 ans. Le royaume de France est alors apte à négocier les traités de paix de Westphalie en 1648 et sort ainsi grand vainqueur de la guerre de 30 ans. À seulement 22 ans, Louis II, que l'on appelle désormais le Grand Condé, est ainsi devenu une figure majeure de la vie militaire, mais aussi politique du royaume. Enorgueilli par ses différentes victoires, le Grand Condé souhaite obtenir des postes à responsabilité au sein de l'armée afin de jouer un rôle majeur dans la direction du royaume. Anne d'Autriche, régente et mère de Louis XIV, ne voit pas d'un bon œil les revendications de ce prince de sang, mais dans le même temps ne peut se passer de son soutien militaire et politique dans un contexte de fronde. Initiée en 1648, la fronde trouve son origine dans le refus de la montée en puissance de l'autorité monarchique et des prélèvements fiscaux lourds imposés par les guerres. Le Grand Condé défend dans un premier temps la régente et son ministre Mazarin dans l'espoir d'être gratifié d'une responsabilité importante au sein du gouvernement. Le duo se montre peu enclin à céder à ses exigences et décide de l'écarter. C'en est de trop pour le Grand Condé qui lance alors dans un second temps la Fronde des Princes afin de s'opposer au duo de la Régence. Il combat ainsi les troupes du jeune Louis XIV. Après une lourde défaite militaire infligée par Turenne, le Grand Condé abandonne la Fronde et s'engage auprès du roi d'Espagne. Il est alors condamné à mort et déchu de ses titres et biens. Il ne sera pardonné qu'en 1659 lors du traité des Pyrénées qui marque la fin de la guerre contre l'Espagne. Après de nombreuses batailles et victoires, le Grand Condé prend sa retraite en 1675 afin de se consacrer à son domaine cantilien qu'il a hérité de sa mère, Charlotte Marguerite de Montmorency. Il serait injuste de réduire le Grand Condé à un excellent tacticien militaire. Son éducation l'a également formé à la danse, à l'équitation, aux arts ou même encore aux sciences. Cet aspect, moins connu de sa personnalité, est toutefois un élément qui permettra la mise en valeur du château de Chantilly à la fin du XVIIe siècle dans le but d'en faire la digne résidence du premier prince de sang et ainsi sortir de l'ombre du roi Soleil. À l'aménagement du parc s'ajoutent les travaux de rafraîchissement effectués dans le petit et le grand château. Chantilly devient le lieu de réception des plus grands artistes de l'époque.
Rebelle dans l'âme, Monsieur le Prince reçoit dans son domaine des artistes qui ne sont pas toujours acceptés à la cour de Louis XIV. Il prend par exemple le parti de jouer Tartuffe de Molière, alors que la pièce est interdite de représentation à Paris. Chantilly devient donc l'emblème d'un anti-Versailles, en soi un lieu de tolérance et de liberté où chacun peut s'exprimer sans craindre la censure et où le cérémonial n'est pas de mise. Cette liberté certaine attire de nombreux artistes comme Boileau, Racine ou encore Corneille. On assiste alors à la naissance d'une véritable société de cour au sein de laquelle le Grand Condé joue le rôle de monarque. Loin d'accueillir seulement les poètes et les comédiens, Louis II de Bourbon-Condé installe dans son château des philosophes et des scientifiques, comme le botaniste Paolo Boccone qui lui réalise un magnifique herbier. Le Grand Condé se veut également mécène et amateur d'art. Il fait l'acquisition progressive d'une large collection de tableaux. Nombreux sont ceux réalisés par des grands peintres nordiques tels que Rubens ou Van Dyck. Il va même jusqu'à inviter quelques peintres hollandais afin qu'ils réalisent des toiles du château. Chantilly est aussi le cadre de magnifiques réceptions accueillant les plus grandes personnalités de l'époque, parmi elles Louis XIV en personne. La réception du roi Soleil marque les esprits par les fabuleuses festivités organisées. En effet, le 23 avril 1671, le monarque accompagné de sa cour décide de rendre visite à son cousin afin d'entériner son retour en grâce après son affront pendant la Fronde. Tout le faste de Chantilly est alors mobilisé par le Grand Condé pour impressionner le roi. La pression est particulièrement grande pour le maître des lieux et son contrôleur général de la bouche et cuisinier, le célèbre François Vatel. Cet homme, autrefois au service de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte, est connu pour être le créateur de la crème Chantilly. Il n'en est cependant rien puisque l'existence de cette recette est attestée en Italie dès le XVIe siècle. L'épithète Chantilly viendrait d'une visite de la tsarine qui, ayant tant aimé cette crème, aurait propagé l'idée qu'elle venait de Chantilly. Toutefois, la fin de la cérémonie est entachée par la mort de Vatel, qui se suicide à cause d'un retard de livraison de poissons. Cet épisode tragique endeuilla pendant longtemps le personnel et le maître de la demeure cantilienne. Les fêtes données à Chantilly sont somptueuses et démontrent un faste dont la comparaison avec Versailles n'est pas exagérée. Les nombreux feux d'artifice pouvant être admirés depuis des gondoles disposées sur les parterres d'eau sont monnaie courante depuis les aménagements mis en place par André Le Nôtre, célèbre jardinier du roi. Lorsqu'André Le Nôtre est appelé par le Grand Condé à Chantilly en 1662 afin d'aménager le parc, il ne trouve que marais et tourbes. Il n'est donc pas aisé de modeler un tel terrain, d'autant plus que le château n'offre, contrairement à Versailles, aucune symétrie et ne peut alors constituer l'axe central du jardin à la française. Le Nôtre dessine et fait alors percer cette somptueuse perspective, point de départ et véritable colonne vertébrale des jardins cantiliens. L'effet est d'autant plus saisissant que la grille d'honneur est située en contrebas par rapport au château et à la terrasse. Elle masque donc la perspective qui se découvre tout d'un coup lorsque le visiteur y accède et montre toute la puissance du Grand Condé. Les jardins de Chantilly suivent des lignes géométriques et symétriques, transposant ainsi toute l'envergure de la monarchie absolue dans la nature. Le jardin n'est plus le prolongement du château, mais le château est devenu l'un des accessoires du jardin, dont il occupe maintenant un compartiment. Aux pelouses, bassins, fontaines et statues s'ajoutent des parterres colorés offrant un spectacle magnifique grâce aux nombreuses variétés de fleurs que le Nôtre a réussi à acclimater au terrain si hostile de Chantilly. Les parterres, établis sur d'immenses superficies, étaient originellement de forme trapézoïdale, ce qui les faisait paraître plus vastes. De la même manière, l'ingéniosité et la magnificence des jeux d'eau de Chantilly sont attestés. Le Nôtre pense en effet les jardins comme un spectacle dans lequel l'eau tient une place déterminante. Il en montre sa complète maîtrise à Chantilly par la mise en place de motifs hydrauliques, fontaines et cascades tout à fait remarquables pour l'époque. Il utilise, aidé de ses 300 ouvriers, tous les moyens techniques de son temps afin de faire fonctionner ce système complexe permettant un approvisionnement en eau constant des fontaines, bien que celles-ci ne soient pas en action toute l'année. Elles enchantaient les jardins lors de fêtes déterminées, notamment à l'Ascension et à la Pentecôte. Faire appel à André Le Nôtre n'est pas anodin, car celui que l'on appelle le jardinier des rois œuvre sur le chantier de Versailles depuis 1645. Le Nôtre est donc l'objet de toutes les convoitises, et le Grand Condé supporte difficilement les délais imposés entre chaque rencontre, car le jardinier est accaparé à Versailles par Louis XIV.
Cela ne fait d'ailleurs qu'attiser les jalousies présentes entre les deux cousins, dont l'entente est bien fragile. Condé a toutefois l'intelligence de laisser carte blanche à Lenôtre, qui, de fait, considère Chantilly comme sa plus belle réalisation. Le jardinier écrit d'ailleurs au comte de Portland « Souvenez-vous de tous les beaux jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et surtout Chantilly ». Le château de Chantilly apparaît donc comme le symbole de la toute-puissance politique du Grand Condé, mais aussi comme le formidable témoignage de sa large ouverture culturelle. C'est en 1686 que le premier prince de sang s'éteint loin de sa demeure cantilienne. Mais son cœur, la partie de son corps qui est sans nul doute la plus attachée à Chantilly, repose dans les murs du château et plus précisément dans cette chapelle circulaire où sont conservés les cœurs de certains princes de Condé. Le roi Soleil, avec qui le grand Condé aura eu des relations complexes, dira à l'occasion des somptueuses funérailles de son cousin « Je perds le plus grand homme de mon royaume ».